pour cette première thématique, on a proposé tout simplement de parler des honoraires. Et pour cela, j'ai demandé à Jean-François Espagnaud, qui est vice-président de l'association et créateur de l'association, de faire cette intervention. Donc, je vais le laisser se présenter lui-même et puis commencer. Ok, donc Jean-François Espagnaud, fondateur en effet de l'association Les Architectes d'aujourd'hui, parce que je me suis toujours très intéressé au marché des particuliers, ou plus précisément au marché des non-professionnels de la construction pour les architectes, c'est-à-dire en dehors de la niche des marchés publics et des promoteurs immobiliers, ceux qui représentent l'essentiel de tout ce qui se construit, disons à la louche les 2 tiers. Je suis également donc formateur pour architecte, toujours sur ce thème du marché des non-professionnels de la construction. Alors la question des honoraires, c'est une question qui très légitimement intéresse les architectes, les préoccupe parce qu'on a une petite entreprise, ou pas toujours petite d'ailleurs, à faire tourner, et c'est une donnée incontournable. Alors là, le thème, donc les honoraires, comment les évaluer, comment les vendre. Et moi, je rajoute une troisième partie qui sera une proposition d'évolution. Évaluer les honoraires, c'est important d'avoir une base pour savoir comment se situer, même si nous ne vendons pas un produit standard, type à des milliers d'exemplaires. Et il y a évidemment une certaine souplesse dans notre évaluation des honoraires. On n'est pas obligé d'abord de gagner strictement la même rémunération chaque mois. Il peut y avoir des plus ou des moins. Et puis, on peut tenir compte du contexte, ne serait-ce que notre goût pour une affaire, on a envie absolument de l'avoir ou pas. Auquel cas, on aura peut-être tendance à être moins conciliant dans la discussion, dans la négociation. Alors, comment évaluer ces honoraires? Il y a 3 marchés différents: les marchés publics, les marchés des professionnels de la construction, les promoteurs immobiliers, et les marchés des non-professionnels de la construction. Moi, ce que je vais appeler les néophytes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas au courant, mais qui vont le devenir une fois qu'ils auront construit et qu'ils auront fait construire et qui se seront rendus compte à quel point il y a des choses à savoir. Et ils se seront rendus compte ce qu'est un maître d'ouvrage. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Ce sont encore des consommateurs, mais le jour de la réception, ce seront devenus des maîtres d'ouvrage. Alors, les marchés publics, ce n'est pas du tout ma spécialité. Il y a très longtemps que j'ai laissé ça. Le grave problème actuellement, c'est que les marchés, du moins les marchés plus importants, sont dévolus avec comme critère de choix le montant des honoraires, ce qui est une catastrophe et une aberration. C'est une aberration parce que le meilleur architecte pour un maître d'ouvrage, même si on ne considère que le critère économique, financier, ce n'est pas forcément l'architecte le moins cher. L'architecte le moins cher, il peut très bien mal gérer l'opération, concevoir un produit trop cher et au final faire dépenser beaucoup plus d'argent au client. Donc déjà, c'est une aberration. Ça montre la méconnaissance totale des pouvoirs publics sur ce qu'est la maîtrise d'œuvre, donc à quoi sert un architecte, et c'est nous assimiler à un produit plus ou moins industrialisé, et comme on achèterait un architecte, comme on achète un meuble. Et c'est tout simplement une stupidité, une aberration, même économique. Bon, mais là, il y a un code des marchés publics. On ne peut pas faire autrement. Par contre, quand vous avez une négociation pour un marché public qui n'est pas ouvert à un concours, à une mise en concurrence, ce que je vais dire concernant le marché des néophytes fonctionne tout aussi bien envers un maire qui est en fait un néophyte. Et donc, à ce moment-là, ça sera la même discussion. Avec les promoteurs immobiliers, c'est différent. Le promoteur immobilier nous considère souvent comme étant son sous-traitant et lui étant un donneur d'ordre. C'est dommage.
il aura, lui, en effet, tendance à faire baisser notre rémunération, nos honoraires, quoi qu'il faut tenir compte des cas particuliers et que tous les promoteurs ne sont pas les méchants promoteurs profiteurs des architectes, mais il y en a aussi, j'en ai rencontré, qui jouent le jeu et avec qui on va pouvoir tisser des relations où c'est la compétence de l'architecte qui va primer. Heureusement que ce n'est pas aussi caricatural. Et enfin, ça va être l'essentiel donc de mon intervention, le marché des néophytes, ce que j'appelle des particuliers, mais ça peut être des bureaux, ça peut être un bâtiment industriel, ça peut être un bâtiment agricole. Ce n'est pas du tout le particulier en tant que particulier consommateur, qui est le plus grand du bâtiment. Et c'est là-dessus, je crois, où les architectes font pas mal d'erreurs, parce que c'est un marché qui est méconnu. Autant les gens, à part les promoteurs immobiliers, les gens méconnaissent les architectes, autant les architectes, me semble-t-il, méconnaissent cette clientèle. Les clichés marchent dans les deux sens. Alors, première partie, évaluer. Alors, je ne suis pas du tout expert comptable, je n'ai aucune compétence en comptabilité. Ce que je vais vous livrer, moi, c'est mon expérience. C'est tout et ça ne va pas plus loin. Que ceux qui ont des compétences en comptabilité veuillent bien m'excuser. Ce n'est pas forcément peut-être très orthodoxe ce que je vais dire. Je me fixe une rémunération mensuelle. Et voilà, je souhaite gagner. Alors, pas la peine de mettre 10 000 euros parce qu'on aura du mal à y arriver. Ne mettez pas 1 500 euros parce que ce n'est pas assez. Mettons par exemple 4 000 euros. Je veux gagner 4 000 euros par mois. Voilà. Parce que j'estime que je suis architecte et que c'est tout à fait normal et raisonnable. Très bien. Après, vous mettez 3 000, vous mettez 5 000, vous mettez 8 000. Le raisonnement est le même, le calcul est le même. Avec les charges, si je ne considère que moi-même et non pas les frais d'agence, que moi-même, avec les charges, il faut à peu près rajouter les 2/3. Mon expérience m'a montré ça. La moitié, le double, c'est un peu plus lourd. Il faut rajouter les 2/3. Donc, je prends 4 000 euros et cela va faire 6 600 euros. Je vais partager l'écran de manière à mettre quelques chiffres, ça sera plus facile à suivre. 4 000 euros. Je rajoute les charges, l'URSSAF, etc. et compagnie, 6 600 euros. On peut se contenter de calculs à la louche, bien entendu. Voilà. Mensuel, ce qui me donne donc un chiffre d'affaires hors taxe de 80 000 euros pour moi. Pour moi. Si je n'ai pas de salariés, je vais rajouter le loyer, les achats. On n'a pas beaucoup d'achats. Nous, c'est à part les cartouches d'encre, c'est assez cher. Moi, maintenant, j'ai acheté une imprimante où je remplis avec des petites bouteilles d'encre, c'est génial. Et on a évidemment d'autres frais comme les assurances, l'assurance évidemment, la cotisation à l'ordre, etc., etc. Bref, mettons 10 000 euros de tout ça, ce qui fait un total de 90 000 euros d'objectifs hors taxe annuel. Voilà. Comment peut-on définir un taux horaire ou un taux journalier? À mon avis, le taux journalier est plus intéressant parce que le taux horaire, on n'est pas comme un taxi qui fonctionne à la minute. Mais par contre, la demi-journée ou la journée ou la demi-journée, c'est une bonne unité de temps, me semble-t-il. Je consacre une demi-journée, je consacre un quart de journée. C'est assez efficace pour déterminer ça. Alors là, il faut qu'on tienne compte d'un paramètre qu'on oublie parfois. En général, je me suis aperçu que nous ne pouvons facturer que les 2/3 de notre temps. Un tiers de notre temps n'est pas facturable. Par exemple, en ce moment, vous ne facturez rien du tout et moi non plus. On fait des tâches administratives qui ne sont pas facturables. On reprend un travail parce que, pour X raisons, et du coup, mais on ne peut pas le facturer 2 fois, etc. Pour ma part, moi, je suis à mi-temps en réalité, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'occupations en dehors de mon métier, c'est moi qui l'ai bien voulu. En gros, je vous propose de compter un tiers de notre temps.
deux tiers de notre temps facturable, un tiers non facturable. Donc, ça va nous amener à, facturer plus que si on travaillait à plein temps. Et donc, on va avoir, si on travaille à 2 tiers du temps, j'ai fait le calcul, ça fait 800 € hors taxe par jour. Voilà. Ou 400 € par demi-journée. Par demi-journée, ou tout simplement, encore plus simple, 100 € de l'heure. Jean-François, Oui. j'ai Sybille qui pose la question si les charges que tu indiques correspondent à n'importe quelle forme de société. Non, il y a des sociétés, quand on est en société, c'est un peu plus lourd. Moi, je l'ai été à quelques années, ne serait-ce que pour des bilans comptables. Il faut payer un comptable, il faut faire un bilan, alors qu'on le paye beaucoup moins quand c'est un statut indépendant en nom propre. Mais ça ne va pas chercher bien loin. Il y a peut-être 1 000 € de plus ou 2 000 € de plus. Sur 80 000, ce n'est pas très déterminant. Et donc, ça, c'est pas mal d'avoir cette idée. Je vaux 800 par jour, 400 par demi-journée, 100 € de l'heure. Ça nous fixe un ordre de grandeur quand on a des interventions à faire. Quand on a des salariés, il faut ajouter, bien entendu, les salariés. Alors là, si le salaire est doublé avec les charges, si on a un salarié qui va avoir une rémunération de 2 000 €, hein, je ne mets pas la barre très haut, il va coûter 4 000 € en fait à l'entreprise. Mais attention, le salarié n'est payé que les 2 tiers du temps. Il y a des congés, il y a des vacances, etc. Et donc, il faut compter en fait 6 000 €. Il faut ça c'est le montant plancher. Il faut qu'il fasse en valeur de travail à minima 5 000 € par mois, 6 000 € par mois, pardon. Minimum. En plus, l'expérience que j'en ai, c'est ça. Il faut ce qu'on lui donne par mois, il faut qu'il fasse en valeur en mois travaillés, il faut qu'il fasse 6 000 € par mois. En réalité, c'est assez facile. Un salarié, pour peu qu'on prenne quelqu'un qui soit compétent, si on l'alimente en travail, il va le faire, ces 6 000 €. Et même la logique voudrait qu'il fasse un peu plus, qu'on ait quand même un bénéfice dessus. Donc, il va faire facilement 7 000, 8 000 €. Ça, si on a quelqu'un de compétent, ça va. C'est bon. Voilà comment, à la louche, pour aller vite, je peux déterminer ce que je vaux. Vous refaites le même raisonnement, mais au lieu de mettre 4 000, vous mettez 3 000, ou vous mettez 6 000, ou vous mettez ce que vous voulez, et vous obtiendrez un taux par horaire, mais surtout, ce qui me semble le plus pertinent, c'est un taux par journée. C'est ce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut calculer très facilement sa rémunération. Et donc, les honoraires que l'on va inclure dans un contrat. Voilà, je vous ai donné un aperçu très simple, hein, ce n'est pas un exposé comptable, j'en serais bien incapable. Et donc, si vous avez quelques questions, ben, j'y répondrai bien volontiers. Oui, Jean-François, bonjour, c'est Cécile. Oui, bonjour. Quand tu comptes 6 000 € par mois, c'est toujours en hors taxe, hein, c'est toujours de la facturation. Il faut que son travail nous permette de facturer 6 000 € par mois. Voilà, quand on a un salarié, il faut qu'il soit rentable. On est obligé, c'est comme ça. Il y a des mots. Et donc, il faut qu'il m'apporte comme valeur de travail ce que je facture moi, 6 000 € dans un mois, sachant qu'au mois d'août, il ne va pas être là, sachant qu'il a des congés, sachant qu'il y a des jours où il ne va pas travailler pour X raisons. En gros, il faut que je puisse facturer 3 fois son salaire net. Parce qu'il y a son salaire net 2000, hop là, pardon, 2000, son salaire brut,
à la louche le double, parce qu'un salarié, ça coûte plus que strictement les charges. Il faut un poste de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits frais annexes, donc c'est un peu plus. Donc, je double pour ce qui me coûte comptablement parlant, mais il ne travaille pas tout le temps, donc il faut que je lui donne chaque mois, quand il travaille, le triple de son salaire net. Alors, c'est vraiment très à la louche, c'est fait exprès. Parce enfin, moi, je ne vais pas commencer à avoir en tête des chiffres très compliqués, ce n'est pas efficace. Et je regarde si ce qu'il a fait des plans, il a fait des dossiers, est-ce que son travail strictement fait, est-ce que je le vends au moins 6 000 € par mois? Et on se rend compte que oui. En un mois de travail, le salarié, il va faire ce qu'on facture 6 000 €. Même si je retire évidemment mon travail, moi, dans ce travail-là. Le risque n'est pas tellement là quand on prend un salarié. Je pense que le risque, c'est ce qui est un écueil très pénible pour les architectes, c'est qu'on a des revenus en dents de scie, hein, ça fait un peu les montagnes russes, et qu'on peut avoir une période de 2-3 mois avec très peu de trésorerie, et là, évidemment, le salarié, il faut le payer, et ben nous, on ne se fait pas, quoi. Voilà. Tout simplement. Et ça, c'est plus dur à vivre. Si on avait des revenus beaucoup plus lissés, on pourrait beaucoup mieux et beaucoup plus embaucher. Après, la valeur du travail de salarié, j'étais inquiet quand j'ai pris mon premier salarié et je me suis rendu compte que non, cette valeur, elle est là. Ça dégage du temps, on va chercher plus de travail, on va être plus efficace, donc le chiffre d'affaires va augmenter au moins de la valeur du salarié. C'est beaucoup plus dans le lissage des rentrées d'argent. Je ne sais pas si j'ai… Oui. Si on fait pour ceux qui ont des salariés ou qui ont un salarié, à partir de quel chiffre d'affaires minimum un peu stabilisé, on peut prendre ce risque-là? Alors, il ne faut pas attendre d'avoir fait le chiffre d'affaires archi plus salarié tout seul pour prendre un salarié, parce qu'on ne va pas y arriver. Si le salarié, il va coûter 50 000 €, eh ben, il ne faut pas dire j'attends de faire 140 000 € au mois tout seul pour prendre un salarié. On ne va pas y arriver. C'est absurde. On va travailler nuit et jour et tout. C'est pour ça que quel est le seuil voilà. pour se dire, bon, là, je peux y aller. Ouais. Moi, j'ai pris un risque quand j'ai pris mon premier salarié. Je me suis dit, je sens que je pourrais avoir plus de clients parce que j'étais déjà sur le marché des particuliers. Je pourrais me développer. Je vais prendre un salarié en contrat à durée déterminée. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était sur une période. Et puis, je vais voir ce que ça donne sur 3 mois. Je prends le risque sur 3 mois. Et puis, je l'ai gardé des années. Voilà. Ça a marché. Et j'en ai pris d'autres. Par contre, je me suis retrouvé avec des pointes à 3 voire 4 salariés. Et alors là, ça devient très dangereux parce que il y a des mois où ça va bien et puis des mois où ça ne va pas du tout. Et quand on doit sortir l'équivalent de 15-20 000 € par mois, c'est pas évident, quoi. Il faut au moins gagner 20 000 € par mois et on n'a pas de quoi payer le reste. D'abord soi-même, ni le reste. Donc, il faut y aller avec prudence, mais en limitant le risque avec un contrat à durée déterminée. Mais si on sent que c'est possible, on y va. Et je me suis rendu compte aussi, ce que je n'avais peut-être pas très bien intuité, c'est que comme ça me dégage du temps, mais que j'ai le souci, qu'est-ce que je vais faire à mon salarié? Il ne va pas se tourner les bras, il va falloir que… Et on est beaucoup plus motivés, aiguillés, si je puis dire, pour chercher du boulot. On est beaucoup plus actif à ce niveau-là et c'est une très bonne chose, très très bonne chose. Donc oui, prenez un salarié si vous sentez que c'est possible, mais prenez pas de risque. C'est-à-dire, vous le prenez sur 2 mois, 3 mois, bon, 1 mois c'est un peu ridicule, 2 mois, 3 mois, et n'en prenez pas trop par contre. Allez-y doucement. Moi j'ai vu des architectes qui se cassaient la figure avec 8-10 salariés. Alors là, ça va très vite, très très vite. Voilà. Il y a Estelle qui redemandait le détail de ton calcul pour arriver à 800 € hors taxe par jour en partant des 90 000 € hors taxe. Alors, c'est 90 000 € de chiffre d'affaires. Il faut qu'en réalité, je rajoute un tiers.
Ça fait donc, puisque je considère que ces 90 000 euros, c'est les 2 tiers du temps. Là, c'est moi tout seul, là, hein. Là, c'est 100 salariés, hein. Je ne peux facturer que les 2 tiers de mon temps. Alors, artificiellement, je prends, en réalité, si je pouvais facturer 100%, je tomberais sur 135 000 euros. 135 000 euros divisé par 12, ça fait, ça amène à 800 euros par jour. Je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais j'ai fait le calcul. Voilà. En réalité, si je multiplie 800 euros à temps plein, à 8 heures par jour, tous les jours travaillés, je vais être à 135 000 euros, mais ce n'est pas vrai. Je ne vais pas facturer mon temps plein. C'est un travail où on passe du temps, à mon avis, 1 tiers de son temps, à ne pas pouvoir facturer. Parce qu'on fait de la prospective, parce qu'on fait de la formation, parce qu'on refait un travail parce que la mairie vous demande des pièces complémentaires, parce qu'on repasse 3 fois sur un chantier, parce que là, il nous prend beaucoup trop de temps, etc., etc., etc. C'est pas facturable tout ça. J'ai fait le test en essayant de regarder à peu près. Moi, je suis à la moitié. Je peux facturer qu'1 jour sur 2. Mais je le veux bien, hein, je fais partie d'un tas de trucs, donc c'est ça. Mais je crois que pour les architectes, lambda, c'est les 2 tiers. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la Voilà, suite. on va passer à vendre. Vendre ses honoraires. Alors, hop, j'arrête le partage d'écran, je retrouve tout le monde. Parce que quand on partage l'écran, on ne voit pas. Alors, comment vendre ses honoraires? Le truc, si je puis me permettre d'employer ça, c'est justement de ne pas vendre ses honoraires. Ce que l'on vend, c'est surtout pas ses honoraires. Surtout pas. La valeur d'un bien, que ce soit un bien matériel ou que ce soit une prestation de service, c'est la valeur perçue par le client, c'est la valeur du bénéfice, de l'avantage, le bénéfice pas dans le sens financier, le bénéfice dans le sens marketing. Je vais employer à dessein d'ailleurs des mots marketing, hein, ne soyez pas choqués, c'est ni positif ni négatif le marketing. Le marketing, c'est la relation client, c'est pas une mauvaise chose, hein. Ça va rappeler des souvenirs à ceux qui ont suivi ma formation récemment ou il y a plus longtemps. Donc, c'est la valeur perçue. Si quelque chose a beaucoup de valeur pour moi, pour des raisons subjectives, je suis prêt à l'acheter plus cher que la personne pour qui n'attache pas beaucoup de valeur, pas grande valeur à cette chose-là. C'est évident, enfin, ça a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut bien avoir conscience, ça en conscience. Si un client a envie de signer avec vous, il attache beaucoup de valeur à ce que vous lui proposez, vos honoraires ne seront pas un problème. Je prends un exemple tout simple. J'ai un procès très lourd, par exemple, il y a 50 000 euros en jeu, 50 000 euros. Si je perds, il faut que je fasse un prêt à la banque et je rembourse 50 000 euros. Par contre, si je gagne, vous imaginez, 50 000 euros de plus sur mon compte en banque, c'est assez formidable. L'avocat a beaucoup de valeur pour moi, mon avocat, mon choix d'avocat. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 50 000 euros derrière. Et donc, je me moque éperdument qu'il coûte 2 000, 3 000, 4 000, voire 5 000 euros si je dis avec celui-là, je vais gagner. Entre celui de 2 000, je dis ah là, je risque de perdre, et celui à 5 000, ah là, je risque de gagner, je prendrai celui de 5 000. C'est la valeur qu'on attache personnellement au choix qu'on fait qui détermine la justesse, la justification du prix. Ce n'est surtout pas vous qui devez vous justifier. Je ne vais pas payer mon avocat à 5 000 euros parce qu'il m'explique que lui, il travaille très lentement et alors qu'il y a beaucoup de travail et qu'il va y passer beaucoup de temps, et donc il faut le payer très cher. Je me moque éperdument, je me fiche qu'il travaille beaucoup de temps ou pas. Quelle est la valeur qu'il m'apporte, c'est-à-dire quel est mon bénéfice dans le sens marketing? Gagner le procès, c'est ça ce qui me compte. Il n'a pas à se justifier. Voilà. Donc, ne vous justifiez jamais quand on vous dit « Ah, mais vous êtes cher, il faudrait baisser ».
Jamais, jamais, jamais. Votre prix est à ce niveau-là. Vous justifiez, c'est d'abord, ça n'aura aucune efficacité sur le client potentiel. Hein. Il se moque éperdument que vous travaillez 12 heures par jour, il s'en fiche. Et que ça soit un travail très dur, ce n'est pas le sien, donc c'est pas grave. Et vous ne faites que vous dévaloriser. Alors, cette valeur perçue par le client, c'est une valeur subjective. Elle dépend de chaque personne. Chaque personne attache une valeur en propre à chaque objet. Imaginez par exemple un tableau, une peinture. C'est bien une valeur subjective, c'est bien celle-là. Hein. C'est pas l'artiste va pas vous dire ah non mais je vends ce tableau 5 000 € parce que oh là là si vous saviez j'ai mis un temps fou pour le faire. Voilà. Bien sûr que non. C'est uniquement la valeur que vous attachez vous à ce tableau. Alors on a deux gros handicaps pour déterminer cette valeur, nous les architectes. D'abord, nous vendons une prestation de service, nous ne vendons pas un bien matériel. Or, les gens ont le réflexe d'attacher beaucoup plus de valeur à un bien matériel qu'à une prestation de service, qui est immatérielle et donc qui est moins bien perçue. Par exemple, nous demandons 30 000 € pour une maîtrise d'œuvre pour faire un bâtiment, une maison individuelle par exemple, et le client se dit ah, oh là là, ouh là là, aussi cher que la voiture que je viens d'acheter et je me suis offert une voiture qui est vraiment qui est pas du bas de gamme. Et donc, il va attacher plus de valeur probablement à sa voiture qu'à l'architecte parce que c'est moins bien perçu. Il a tort, on est d'accord, mais c'est comme ça. Et second handicap, nous avons des rémunérations, nous avons des contrats où avec des montants importants. La valeur d'un médecin, lui, c'est tout l'inverse. On attache beaucoup de valeur à une prestation de service médecin parce qu'on a conscience que si on est mal soigné, on va en subir directement, physiquement, les conséquences. On risque même d'y laisser sa peau éventuellement. Et le médecin, une consultation d'un médecin, c'est 25 €, c'est pas très cher. Donc, nous, on est exactement dans l'inverse. Valeur moins bien perçue et très importante. L'avocat, la valeur peut être plus importante, c'est plusieurs milliers d'euros si vous avez un procès, mais elle sera plus facilement perçue. On sait qu'il y a un des deux qui va perdre. On n'a pas envie que ça soit moi, on préfère que ça soit l'autre. Et donc, du coup, on perçoit très bien l'importance de l'avocat. Voilà. Donc, nous, on a ce double handicap. Les gens ne comprennent pas, ne savent pas ce qu'est la maîtrise d'œuvre, à quoi ça sert. Quand je dis les gens, c'est y compris les élus. Ne croyez pas que les élus, c'est une race à part. Hein. Les élus, ils sont non sachants en matière de maîtrise d'œuvre. Il n'y a pas une école d'élus avec un diplôme option maîtrise d'œuvre. Non, non, les élus, c'est les gens ordinaires. Il se trouve qu'ils ont été élus un jour et ils deviennent élus. Que ça va du conseiller municipal au ministre, hein, c'est pareil. Je suis sûr que si j'interrogeais Roselyne Bachelot et qu'elle m'explique ce qu'est la maîtrise d'œuvre, elle aurait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc, soyons clairs. Et pourtant, c'est notre ministre. Donc, c'est le fait que la maîtrise d'œuvre, l'importance de la maîtrise d'œuvre n'est pas perçue par les gens. Et donc, je fais une parenthèse. Ça serait bien que les architectes expliquent et communiquent sur ce point-là. Il est inutile, illusoire de faire croire qu'on va pouvoir nous faire connaître et apprécier tant que les gens n'auront pas compris et intégré le fait que faire construire, faire des travaux, c'est risqué. C'est forcément par nature risqué. C'est risqué parce que le client est obligé de s'engager financièrement au début de l'opération. C'est-à-dire qu'il fait virtuellement l'acte d'achat au début d'opération, un produit qui n'existe pas encore. Et donc, c'est très dangereux. Il y a des risques et il y a des aléas, donc on a besoin d'un guide. Ce métier de guide, tout au long d'opération, qui va éclairer sur tous les plans, c'est l'architecte.
Voilà, c'est là-dessus qu'il faudrait communiquer et non pas avec l'architecte, vous aurez une meilleure conception architecturale, tout le monde s'en fiche. Vous n'aurez pas le projet, vous aurez un projet qui sera adapté à… Non, ça ne sert à rien de communiquer sur le projet, sur les plans, sur la conception. Ça, ce n'est pas une inquiétude des gens. Ils ont une inquiétude sur le déroulement des travaux, sur le dérive des prix, mais pas sur les plans. Donc ça, ils ont tort. Hein. C'est très important d'avoir une architecture de qualité. Ça valorise, ne serait-ce que strictement sur le plan financier, au-delà de la valeur d'usage et de la valeur sociétale, ça valorise le bien, mais on n'est pas crédible là-dessus, ce n'est pas leur préoccupation. Donc, c'est beaucoup plus, je vous le signale, hein, la préoccupation de je ne veux pas me planter, je veux des travaux bien faits et je ne veux pas de dérives financières. Voilà l'essentiel des motivations des gens. Et donc, en pratique, nous ne devons pas, nous, vendre spécifiquement une prestation de service parce que c'est le produit le plus difficile à vendre, surtout quand il est très cher. Nous devons parler perpétuellement de valeur globale. Ne parlez jamais de coût des travaux plus architecte. Ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Nous parlons de valeur globale. Quand un client potentiel va vous demander « mais au fait, combien ça coûte un architecte ?» Moi, j'entends « combien ça coûte de faire construire avec un architecte ?» Vous comprenez? Je ne me sors pas de la valeur des travaux. C'est d'ailleurs un principe général. Quand vous demandez à un plombier quel est son devis, vous ne lui demandez pas « d'accord, j'ai votre devis, hein, là il y en a pour 8 700 €, mais quel est votre bénéfice à vous? Moi je veux absolument le savoir. » Ben non, non, vous voulez savoir quel travail, quel résultat pour quel coût. Eh bien la personne, le client, c'est pareil. Quel résultat en passant par un architecte pour quel coût global? D'où le succès d'ailleurs commercial des contractants généraux, des CMI pour la maison particulière. Même si c'est illégal, ils cachent leur rémunération, leur marge brute, qui est, vous le savez, hein, de 30 à 35% du coût des travaux. Alors que nous, on n'est même pas à la moitié. Nous, on est entre 12 et 15 en général, en moyenne. Je parle pour du neuf, hein, pour de la rénovation, c'est supérieur. Donc, vous voyez bien que les gens ne sont pas intéressés à décortiquer le coût global. Donc, le coût de l'architecte en lui-même n'est pas une préoccupation des gens. C'est une préoccupation des architectes, mais pas des gens. Contentez-vous de parler de coût global. Il faut, par contre, détecter les valeurs que va acheter le client. Quelles sont ses motivations, ses valeurs? Et ces valeurs, ce n'est pas standard, ça dépend de chaque personne. Pour reprendre mon exemple du tableau, il y a des gens qui vont mettre 5 000 € dans une toile parce qu'ils la trouvent fantastique, extraordinaire, alors que d'autres ne mettraient pas 50 € parce qu'elle ne leur plaît pas. Donc, quelles sont les motivations, quelles sont les valeurs des gens? Avant d'argumenter, avant de dire quoi que ce soit, vous devez questionner pour découvrir ça. Pour découvrir ça, vous devez questionner, ne rien dire, ne rien argumenter, tant que vous ne savez pas ces valeurs. Et ensuite, vous répondez, vous expliquez pourquoi ce que vous faites va répondre à ces valeurs. Et vous verrez, ça m'arrive très souvent, vous signez un contrat, il y a votre rémunération marquée dans le contrat. On n'en parle pas. Elle y est là, hein, on n'en parle pas. On lit le contrat, et ma rémunération, c'est ça, ah, très bien, et on signe. Je me suis rendu compte au fil des temps que les gens qui payent 10%, 12%, 14%, 16%, ils s'en moquent, ça ne leur parle pas. Je parle de l'architecte. S'ils sont convaincus qu'avec vous, ils auront le meilleur rapport qualité-prix. J'ai Étienne qui dit « mais c'est quand même une question que nous pose le client, le coût de l'archi ». Eh bien, je suis très péremptoire. Il n'y a pas un client, enfin, il y a un client sur deux qui n'en parlera pas de lui-même.
c'est en général, je m'en suis rendu compte, l'architecte qui met ça sur le tapis. Ah, et ma rémunération et le temps. Non, non, c'est clair. Si vous n'en parlez pas, il y a un client sur deux qui n'en parle pas. Ensuite, il y a un client. Alors, quand un client me dit, et l'architecte lui-même, combien il coûte? Alors, je dis, mais quand je parle de budget, je parle bien sûr de budget architecte compris. Et là, le client dit, ah oui, ah bon. Enfin, un sur deux. Il y en a un sur deux qui n'en parle pas. Parmi le reste, il y en a un sur deux, donc un quart, qui dit, ah bon, il se contente quand on lui explique que je suis que dans ce prix-là. Et il y en a un quart qui dit, ah ben oui, mais vous, combien vous coûtez vous-même? Ah, vous voulez savoir, moi, combien je coûtais? Ah, voilà, d'accord. Et là, je donne un chiffre, 14%, par exemple. Et bon, j'ai un architecte qui a suivi ma formation et qui m'a dit, plus tard, il m'a dit, mais j'ai bien compris ton truc. Moi, j'étais à 12% à peu près, pour une maison neuve, par exemple. Maintenant, je suis à 17. J'ai augmenté tous mes barèmes de 5 points et je signe exactement pareil. Voilà. Et si jamais vous avez la chance que le client, au lieu de dire ah oui, ils disent ah bon, vous êtes un peu cher, je croyais que c'était 12 ou 13, etc. Alors là, c'est bon. Là, c'est gagné. Là, le client a détecté que vous avez plus de valeur que les autres. L'idéal, c'est d'être un peu au-dessus de la moyenne pour pouvoir avoir un peu de valeur. Bon, moi, j'oserais pas, j'ai peut-être tort, j'oserais pas être à 20%, mais j'ai peut-être tort d'ailleurs. Mais voilà, 14-15, c'est bien. C'est bien parce qu'on a un peu plus de valeur. Donc, si on est valorisé, si on est plus cher, c'est qu'on est valorisé. Si on a plus de valeur, c'est qu'on est meilleur. Et donc, comme le client, il ne se dit pas qu'elle est le moins chère, bien entendu, il se dit qu'elle est le meilleur. Je ne veux pas me planter. Je parle de néophytes, hein. Ils sont stressés. À ce moment-là, ils nous choisissent. Et je sais que c'est bon, c'est sûr. J'ai Aurélie qui demande, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas au pourcentage? Alors, je vous conseille très vivement d'être au pourcentage en mission complète. La mission permis, il n'y a pas de pourcentage puisqu'il n'y a pas de budget. On ne sait pas combien va coûter l'opération. Je ne marque aucun budget à mission permis. Donc là, c'est un forfait. D'ailleurs, je gagne beaucoup mieux ma vie en mission complète dans la partie plan que quand c'est que le permis de construire. En mission complète, la partie plan m'est facilement payée 8 000 – 10 000 euros, alors que j'ai du mal à vendre un permis de construire d'une simple maison, hein, par exemple, à 8 – 10 000 euros. Je suis plutôt à 6 000. Bon, voilà. Donc, c'est tout à fait parlant. En plus, je trouve que 14%, c'est moins cher que 32 000 euros. Je trouve que ça fait moins. Et enfin, moi, je crains beaucoup les 31 000, 32 000 euros. Parce que, ah oui, quand même, on pourrait arrondir à 30 000. Et ça, je sais que je bloque, je ne négocierai pas 1 euro. Parce que je ne me dévalorise pas. Alors que si j'arrive à 29 000 euros, le client ne va pas me dire ah bon, très bien, oh, tant que j'y suis, mettez 30 000, hein, c'est bon. Non, non. Et on va rester à 29 000, donc ça ne marche pas. Anne-Gaëlle précise que tu as digressé à un moment et que tu n'as pas expliqué quelle était ta réponse au client quand tu disais que tu étais plus cher que les autres. Ah, c'est bien. Alors, quand un client me dit ah, mais je croyais que c'était plutôt 12%, je dis ah, mais oui, on peut trouver des architectes à 12%, et même à 10% d'ailleurs. Et c'est tout. C'est tout. Ça suffit. Et j'enchaîne. Ah, j'aime cette question. Ma proposition de mission. Il y a même des architectes qui envoient comment ils appellent ça? On envoie une proposition d'honoraire. Une offre de mission. Mais proposition. On envoie, d'abord non, moi j'envoie jamais. C'est le contrat de construction de maison individuelle qui est obligatoirement envoyé en recommandé. Mais nous, on n'est pas des pavillonneurs. Nous, on signe un contrat, c'est bon, on n'a pas besoin d'envoyer par la poste en recommandé. Et ensuite, alors, proposition, ça veut dire allez-y négocier. Faites-moi baisser, puisque c'est une proposition. Et honoraire, c'est un mot qu'il faut oublier. Ne parlez jamais d'honoraire. Vous parlez éventuellement de votre rémunération, mais pas des honoraires. Pourquoi? Parce que les honoraires, c'est un mot qui rime avec cher.
j'ai appris ça dans une formation que j'avais suivie à l'époque pour des constructeurs, pour des pavillonneurs. J'étais venu en pirate, là, en espion, pour suivre cette formation. Et donc, dans la partie comment battre la concurrence, donc il y avait concurrence avec un constructeur, etc. Et vous êtes en concurrence avec un architecte. D'ailleurs, je vous signale que le formateur a commencé par dire attention, danger. Absolument. Ce que les constructeurs ne peuvent pas supporter, c'est le très bon, l'excellent commercial constructeur, parce qu'il y en a qui sont très bons, qui trouve un prospect, ils appellent ça des prospects, et il le convainc en un tour de main, il est très fort, mais il est obligé de revenir au bureau, mettre en forme le contrat, puisque le contrat comprend les plans et l'estimatif, et de revenir le lendemain, voire le soir même, mais enfin pour signer le contrat. Il ne peut pas le signer sur le moment. Et entre-temps, l'architecte peut passer et 1 heure après, il a signé le contrat. Et ça, c'est imparable. Donc, ils sont furax contre ça. Et donc, comment je vais, moi, constructeur, casser un architecte auprès d'un client? Ben, je vais lui dire, ah, mais vous me parlez d'un architecte, mais vous avez envie de payer des honoraires, parce que vous savez qu'un architecte, ça prend des honoraires. Hein. Alors, je ne vois pas très bien l'intérêt de payer en plus des honoraires, alors qu'avec moi, vous voyez, il n'y a pas d'honoraires. Enfin, bon, ça, c'est libre à vous de payer des honoraires, mais je trouve que c'est vraiment dommage de mettre l'argent dans des honoraires au lieu de mettre de l'argent dans la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit 10 fois le mot honoraire, là. Honoraire, 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 honoraire. Honoraire, ça rime avec cher, ça rime avec luxe, ça rime avec dépenses inutiles pour excentriques, fortunés, etc. Et donc, les gens disent, ah ben non, je préfère mettre l'argent dans la maison plutôt que dans les honoraires. Donc, moi, j'ai compris, je ne suis pas plus bête que les autres. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, très bien, je ne parle plus jamais d'honoraires. C'est pour ça que j'emploie le mot, entre nous, je dis honoraire, mais vis-à-vis des tiers, je dis le mot rémunération. La rémunération, c'est légitime. Tout le monde a une rémunération, salarié, pas salarié. Mon client, il a une rémunération. Donc, ça passe beaucoup mieux. Donc, l'honoraire, oubliez. Pourquoi? Parce que les honoraires, ça nous marginalise. Nous sommes les seuls dans le bâtiment à prendre des honoraires, à part les géomètres qui sont en parallèle, mais je ne veux pas être marginalisé. Voilà. Et donc, je ne veux pas apparaître comme quelque chose en plus. Jamais. Dans ton tableau de rémunération, tarif là, du contrat, il apparaît pour une mission normale, complète, Oui. une maison simple, Oui. neuve, etc. Dans une tranche 175, 175 à 260. Bon, voilà, on est dans une maison, on va dire, pas délirante. Là, tu es à 12%. Non, je suis à 12% pour la tranche. Mais après, il faut rajouter les 13% de la tranche inférieure, les 14% de la tranche inférieure. Alors, je suis désolé, Cécile, la question était intéressante, mais dans l'Assemblée, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi les formations de Jean-François et qui ont accès à ce que tu dis. Donc, je pense qu'ils sont complètement paumés là. D'accord. Mais on pourra revenir sur le sujet, mais effectivement, dans l'association des architectes d'aujourd'hui, on utilise un contrat spécifique dont tu fais mention, avec un mode de calcul de rémunération qui est, pour être dans l'esprit de ce que dit Jean-François, je vais un peu le spoiler, mais en gros, l'objectif, c'est de signer dès le premier rendez-vous avec le client. Voilà. Et ce qui pose aussi, pour répondre à la question de Étienne, qui dit pour la banque, il faut des échéanciers. L'échéancier, vous n'êtes pas obligé de le remettre à la signature, vous pouvez le remettre après coup. Et cet échéancier, il est donné en pourcentage avec le mode de calcul, mais on le donne au client après signature avec le montant exact calculé. Voilà. En tout cas, je ne suis pas à 12%, hein, je suis plus que ça parce que c'est par tranche cumulée qui s'ajoute. Mais c'est technique, en effet, comme dit Julien. Et chacun est libre de faire le prix qu'il veut, même quand il est dans l'association des architectes d'aujourd'hui. La preuve, j'ai augmenté moi-même de 2% tout le tableau de base. Voilà. Et petite nuance, si mon président le permet, si on ne signe pas au premier rendez-vous, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui ne veulent pas signer au premier rendez-vous, et bien on signe au second. C'est pas, voilà. Il ne faut pas bousculer les gens. Moi, je l'ai parfois fait et j'avais des retours de bâton parce qu'ils n'aimaient pas qu'on les bouscule. Il ne faut jamais forcer le client. Voilà, il faut s'adapter à son rythme. Il y en a qui veulent signer tout de suite, on signe tout de suite. Il y en a qui veulent que la nuit porte conseil, on signe le lendemain.
J'ai une Pas question. 3 semaines plus tard, hein, le lendemain. Voilà, on est là. Oui. Moi, j'habite en Suède. Je ne sais pas si c'est. Je pars du principe que c'est la même chose qu'en France, que si on est d'accord sur un prix, un délai et une mission, c'est un contrat. Donc, moi, ce que je fais après avoir vu mon client, c'est que je lui envoie un email avec un petit PDF qui dit ce que je vais faire. Et dans le corps de l'email, je dis à propos, c'est temps. Et à partir du moment où ils répondent oui, c'est bon, on part du principe que c'est fait. Parfois, après, je reformalise, mais. Alors, je ne peux pas faire la formation en relation client là, que je fais parce que là, ça dure 2 jours. Donc, moi, je veux bien vous garder, mais jusqu'à dimanche matin, ça serait bon. Mais je vous engage à ne pas mettre sur la table et surtout pas devant votre rémunération. Ce n'est pas une préoccupation du client. Or, comme nous vendons une prestation de service et que le chiffre est élevé, c'est beaucoup plus difficile à vendre qu'une consultation de médecin. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des handicaps voilà, elle est dans le contrat. Le pourcentage se vend beaucoup plus facilement. Vous faites votre propre barème, mais le pourcentage se vend beaucoup plus facilement qu'un chiffre, qu'un 25, 30, 40 000 euros. Et voilà. Mon conseil, c'est vous vendez un pourcentage, vous mentionnez un pourcentage et vous ne parlez que de budget global, architecte compris, toujours architecte compris. Et après, si le client veut vraiment préciser notamment, mais alors quel est-il ce pourcentage? Ah, mais je vais vous le dire, 13%, 14%, 15%, 18% si c'est de la réno, etc. Je suis monté à 100% sur une micro opération. Donc, et si le client ne craignez surtout pas que le client trouve que vous soyez trop cher. S'il trouve que vous êtes cher, c'est très positif. Alors, pour expliquer ce que je dis, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Dans la petite ville où j'étais, et il y a des particuliers se regroupent. Ils étaient pas loin d'une dizaine. Il y avait des professions libérales, des commerçants, des choses comme ça. Et ils se regroupent, ils ont acheté un terrain et ils ont voulu jouer au promoteur et faire une promotion. On était 3 architectes dans la ville capables de porter l'opération. Il y en avait 4 ou 5, mais on était 3 qui étaient capables de faire l'opération. Et ils nous disent ah ben écoutez, on est bien embêtés, on ne sait pas lequel des 3 choisir. Alors vous allez venir chacun un soir, un le lundi soir, l'autre le mardi soir, l'autre le mercredi soir, et vous allez nous expliquer pourquoi il faut qu'on vous choisisse vous et pas les autres. Je trouvais ça assez marrant. Et alors j'ai eu de la chance, j'y suis pour rien, c'est le hasard complet, je suis passé en dernier. Et j'étais pas très à l'aise parce qu'autant face à des clients, une personne, un couple, ça va, je sais comment faire, j'ai toute ma procédure dans la tête. Mais là, je me suis dit 10 personnes, je peux pas les interroger toutes les 10. Comment je vais faire? Alors, j'avais un petit scénario, mais c'était pas très clair. Je dis, on verra bien. J'arrive, donc à 9h pile, et 9h du soir, ils étaient tous là. Et je m'assois et j'allais commencer à dérouler mon petit scénario quand il y en a un qui lève la main qui dit « Ah, tout de suite, monsieur Espagnol, il faut qu'on vous dise, hier soir, mardi, on a vu votre confrère, là, machin, et il nous a dit « Oh, ben, de toute façon, demain, vous voyez Espagnol, alors, quel que soit le chiffre de ces honoraires qu'il vous demande, moi, je vous fais, allez, 50%. » Comme ça. Alors, c'est un type horrible. Hein. Il taxe les entreprises, c'est un magouilleur à fond. Il a une épouvantable réputation. Mais enfin bon, très bien. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai gagné. C'est fini, c'est moi. C'est moi qui suis choisi. Ça ne peut plus être autrement. Quelle est la question à laquelle je dois répondre et pour laquelle je suis là? Quelle est en tête de ces 10 personnes autour de moi la question? C'est quel est le meilleur architecte des 3, c'est-à-dire celui qui va faire qu'on ne va pas se planter, on va lui confier notre argent et il va mener à bien l'opération. La question, c'est ça. Vous avez voir un avocat, vous avez un gros procès. Quel est l'avocat qui va me faire gagner? Et le moins cher, a priori, je vais plutôt l'écarter.
parce que ça donne un préjugé défavorable. Le médecin, vous avez un problème de santé sérieux, vous y risquez même peut-être votre peau. Quel est le médecin qui va me soigner? Là, c'était, nous ne pouvons pas, c'était quand même, je l'ai actualisé, c'était 2,4 millions d'euros. C'est pas rien, hein, c'était un vrai projet de promotion immobilière. Quel est l'architecte qui va faire qu'on ne va pas se planter, qu'on ne va pas perdre notre argent? Certains, c'était pour leur logement, d'autres, c'était des médecins, c'était pour leur cabinet médical, etc. Et puis, vis-à-vis de toute la population, ils perdaient la face, quoi, s'ils se plantaient. Donc, quel est celui qui va nous faire gagner? Et le meilleur, c'est-à-dire celui qui a plus de valeur, c'est cette espèce d'idiot de ce qui était passé avant moi qui leur a dit en substance: je vous informe que Jean-François Espagnaud, il a 2 fois plus de valeur que moi. Moi, j'ai 2 fois moins de valeur que lui. Et donc, lui, il est au-dessus de moi. C'est le meilleur, c'est lui qui a le plus de valeur. C'était fini. En quelques secondes, c'était fini. Je n'avais plus besoin d'argumenter quoi que ce soit. Alors là, en général, on me demande qu'est-ce que tu as répondu. J'ai répondu, à ce moment-là, j'ai dit, mais on ne me choisit pas parce que je suis le moins cher. Et c'est tout. C'est tout. Et après un long silence de au moins 10 secondes, il y en a un qui a dit, ben, je crois qu'on a trouvé notre architecte. Et j'ai signé. Ça a duré 10 minutes. Voilà. Et j'ai signé, il y avait largement plus d'1 an de chiffre d'affaires. Et j'avais des salariés à l'époque. Voilà. Donc, ne croyez pas ne mettez surtout pas en évidence le fait que vous êtes moins cher. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est une catastrophe. Ne vendez pas les honoraires, ne parlez pas des honoraires, d'ailleurs parlez de rémunération, ne parlez pas ça, ne croyez pas que c'est une préoccupation du client, sauf s'il vient acheter une signature de complaisance, hein, d'accord. Mais là, vous avez d'autres réponses. Ne croyez pas ça, alors que vous, bien sûr, c'est très important pour vous, mais ce n'est pas la préoccupation du client. Lui, il va avoir raisonné en budget global. Budget global. J'ajouterais quand même une petite aparté, c'est que si par contre il est vraiment arc-bouté sur le prix, bah, c'est qu'il ne faut surtout pas le prendre, le client. Des fois, il faut savoir refuser des clients parce que des fois, les meilleures affaires qu'on fait, c'est celles qu'on ne fait pas. Et moi, ça nous est arrivé, nous, il n'y a pas longtemps, à l'agence. On a eu des gens qui nous ont fait venir, ils nous ont dit, bah, on a commencé à bosser avec un architecte, mais franchement, ça va pas, il est pas bon et tout, on le sent pas. Mon associé y allait, elle a fait une proposition, donc c'était en réno, on devait être à 16-17%, c'était pas un très gros chantier. Et là, ils ont dit, bah oui, mais l'autre, il est à 9, quoi. Elle dit, bah ouais, bah, il est à 9, moi je descends pas le prix. Ils n'ont pas signé, mais on a bien fait de pas signer, parce que de toute façon, ça allait être ça tout le long après. Vous êtes empêtré avec des gens qui, quand vous allez commencer à consulter les entreprises, qui vont aller ergoter, vous allez repasser 3 fois les études. S'ils ne sont pas capables d'être confiance dans votre proposition en disant je coûte ça parce que c'est ce que ça vaut, vous n'allez pas plus loin. S'ils n'ont pas compris, s'ils vous discutent et parlent de vos honoraires tout le temps, c'est qu'ils n'ont pas compris à quoi vous servez et ne voient pas la valeur que vous avez. Donc, ça va être dur, hein, ça c'est sûr. Il y a une question. Oui. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de cette réunion-là, mais est-ce que vous auriez une tactique? Moi, je suis souvent confronté, quand je vais voir les clients, ils me disent vous me présentez un contrat, mais les autres confrères qu'on a vus nous ont présenté une esquisse pour nous donner envie de travailler avec eux. Oui. Alors, moi, je ne fais jamais ça. Mais moi non plus. Voilà, parce que je pense que je m'éloigne du contrat. Si je travaille gratuitement, je me dévalorise. En plus, on risque, même aussi génial que soit mon esquisse, parce que j'estime être un des meilleurs architectes de ma génération, je plaisante, hein, évidemment. En plus, en face, la personne n'a pas les clés, la capacité d'évaluer la qualité de ce que je fais. Il est peut-être dans son cliché néo-régionaliste à la noix ou à la mode, parce que tout le monde fait ça et donc je veux pareil. Et donc, ça ne marche pas. Donc, je ne fais pas d'esquisse. Alors, je ne peux pas faire la formation que je dispense là maintenant. Je pourrais développer pourquoi, mais ce n'est pas une bonne stratégie. On se dévalorise et on risque de se planter pour des choses
alors qu'en réalité, on avait raison. Il faut d'abord acquérir la confiance du client, signer le contrat, et là, on pourra l'amener en dessinant à une architecture de qualité. Je pense, pour rejoindre ce que disait Julien, moi, quand je suis confronté à ce type de client, je me mets en tête que ce n'est pas la peine de travailler avec eux. Non, voilà. Pardon, Donc, j'interromps. Non, il ne faut pas le prendre mal. Hein. Le client, si c'est une maison individuelle, le client, oui. il va voir des constructeurs. Même s'il dit qu'il n'en a pas vu, il les a vus. Ils voient tous des constructeurs. Tous. D'abord parce que tout le monde dit il faut prendre un contrat de construction de maison individuelle, c'est obligatoire, les pouvoirs publics, les associations, tout. Bon, donc ils sont comme ça. Et ensuite, c'est gratuit d'aller voir un constructeur. Donc ils vont voir un constructeur. Le constructeur propose des esquisses, propose des plans pour signer le contrat tout de suite. Le constructeur est obligé d'avoir le plan dans le contrat. Il ne peut pas faire autrement. S'il pouvait s'en passer, il le ferait, mais il ne peut pas faire autrement. Donc, ils vont voir les constructeurs. Et après, il ne sait absolument pas comment ça fonctionne, un architecte, absolument pas. Il ne sait pas la différence qu'il y a entre un constructeur et un architecte. Et donc, il va voir l'architecte et il dit ah ben, vous pouvez me montrer des plans, vous pouvez me faire une esquisse, etc. C'est un réflexe normal. Ils n'ont rien analysé du tout. Hein. Rien analysé du tout. Les gens ne savent pas comment fonctionne un architecte. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent une esquisse. Et moi, quand un client me dit mais vous pourrez me faire une esquisse, mais bien volontiers, j'en serais ravi dès que vous serez mon client et on parle du contrat. C'est tout. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas sur l'esquisse que je vais les convaincre. Bon, je suis beaucoup plus mauvais qu'un autre, c'est pas ça. Mais parce qu'il a ses propres critères pour le moment qui sont subjectifs et très souvent biaisés. Pas, je veux bien faire des esquisses s'il est architecte. OK, là, on va parler de la même chose. Mais s'il n'est pas architecte, on est dans deux mondes différents au niveau conception architecturale. Le problème de l'esquisse, c'est que c'est une déformation. On est toujours dans la séduction. Et vous n'êtes pas là pour vendre de la séduction à vos clients. Vous êtes là pour leur vendre du trust, de la confiance, parce que c'est important pour la suite. Parce que quand vous allez commencer à faire venir les entreprises pour signer les marchés de travaux et qu'ils vont péter une durite parce qu'ils ont le gros coup de stress de leur vie, s'ils n'ont pas confiance en vous, ça va déraper. Donc, dès la signature, la confiance, elle se travaille. Et être confiant en soi, c'est super important pour que les gens vous fassent confiance. Tout à fait. La signature est une preuve de confiance énorme parce que quand même, il faut une sacrée confiance pour s'engager à faire construire et à remettre tout son projet. Parce que quand le client signe avec l'architecte, dans sa tête, il signe pour la totalité. Hein. Comme s'il signait les marchés de travaux. Tout son projet à une personne, à un architecte. Et alors moi, dans une vie antérieure, dans les années 80, j'ai été constructeur pendant 3 ans. Ça s'appelait architecte bâtisseur. Je m'étais inscrit à l'association qui était toute jeune, qui est devenue plus tard architecteur. Et évidemment, comme le dit Julien très justement, je me suis rendu compte que quand je signais un contrat en tant que constructeur, je faisais un projet. Quand je signais un contrat en tant qu'architecte, je faisais un projet. Et bien mes projets de constructeur étaient nettement moins bons que les projets d'architecte. Parce qu'un était signé avant le client et le seul objectif, c'était de séduire le client avec ses propres critères à lui. En gros, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais vous voulez une grosse cagade, ben je vais vous la faire. Et en patois, ça fait moins. Et alors que quand j'étais architecte, le client m'avait signé un contrat, il m'avait dit « Ok, je vous prends comme architecte, je vous fais confiance, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. » Et là, il regardait mon esquisse avec bienveillance. Et là, je pouvais y aller, et je pouvais l'amener, et il allait réfléchir, et il allait évoluer. Le contexte était totalement différent. Donc, l'esquisse, c'est un travail d'architecte, et vous n'intervenez en tant qu'architecte que quand vous avez un client, et vous avez un client que quand vous a signé le contrat. Sinon, ce n'est pas un client et vous n'êtes pas architecte. Je mettrais juste, être un bon architecte, c'est pas faire ce que les gens demandent, hein. C'est faire ce qu'il faut. Voilà, mais il faut, pour ça, le préalable, évidemment, comme tu disais, c'est d'avoir obtenu la confiance. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, comment vendre ces ondes d'horaire? Vous ne les vendez pas spécifiquement, vous vendez autre chose, vous vendez votre capacité à répondre aux motivations de la personne et vous verrez que le prix, à ce moment-là, si vous avez dégagé de la valeur de vous, à ce moment-là, vous verrez que votre prix, du coup, c'est pas cher.
C'est pas cher. Les gens savent plus ou moins qu'un constructeur, il prend 30%. Ça circule partout sur Internet. Et ils signent quand même des contrats de construction de maisons individuelles. Voilà, je fais le survol sur vendre ses honoraires. C'est vraiment un survol, mais c'est pour vous donner des notions et que vous ayez une approche, si je puis dire, un angle de vue différent. Hein. Ce n'est pas un promoteur immobilier qui va essayer de gagner 2% sur l'architecte, hein, pas du tout. Rien à voir. La motivation est ailleurs. Et le client percevra dans votre rémunération votre valeur. Donc, surtout, ne soyez pas bas, surtout pas. Vous suicidez, là, commercialement parlant. Et ensuite, ça va. Je crois qu'on est à peu près dans le temps, à moins que vous ayez d'autres questions. Alors, je vais enchaîner sur un élément que j'ajoute de ma propre autorité. Et pour ça, il faut que je vous raconte 2 histoires qui me sont arrivées. Je faisais la maison d'un directeur commercial d'une entreprise dans l'agroalimentaire. Directeur commercial assez haut vol. Hein. Et on avait bien sympathisé, ce qui est assez fréquent. Quand on fait la maison de quelqu'un, on le côtoie pendant des années, plus d'1 an, voire 2 ans, entre les études et le chantier. Et on parlait, moi je suis sensibilisé à tout ce qui est relations clients, commercial, marketing. Et donc, il me dit à un moment, on discutait comme ça, il me dit, je me demande je ne connais pas bien le bâtiment, c'est un milieu qui m'est totalement étranger, c'est la première fois que je fais construire. Quelle est la rémunération, la commission que vous prenez sur les entreprises dans les marchés de travaux? Mais il n'y avait pas de malice du tout hein, dans ce qu'il disait, pas du tout. Je le connaissais très bien. Et ce qu'il m'a dit, je ne sais pas comment ça peut être. Mais je lui dis, mais rien du tout, rien du tout. Il dit, comment rien du tout? Mais non, rien, je ne prends rien du tout. C'est vous seul qui me rémunérez. Et là, bon, comme on connaissait bien, on se parlait très librement, et il me dit, mais c'est idiot, c'est complètement idiot. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Et là, il me dit, eh ben moi, j'aurais préféré que vous preniez une commission. Alors, du coup, c'est moi qui ai été étonné. J'ai dit, mais alors là, il faut que vous m'expliquiez, parce que je ne comprends absolument pas pourquoi. Mais je vais vous le dire pourquoi. J'ai choisi de prendre un architecte, en dehors du fait que je fais confiance à la personne, etc., mais parce que ma motivation, parce que lui, les démarches commerciales, il était tout à fait, il connaissait bien ça par cœur. Ma motivation, c'est la qualité des travaux. Je veux une maison bien faite, c'est ma première priorité. Or, cette qualité des travaux passe forcément par des bonnes entreprises. Si les entreprises sont mauvaises, l'architecte ne pourra pas compenser. Donc, je veux un carnet d'adresses de bonnes entreprises. Et c'est ce que je viens chercher à travers vous, c'est en premier votre carnet d'adresses. Or, si vous me dites que vous n'êtes pas payé pour ça, dans les marchés de travaux, donc, en fait, que vous fassiez cette recherche à temps perdu, comme ça, quand vous avez un peu de temps, tiens, au fait, est-ce qu'il n'y a pas des bons artisans par-ci, par-là, un peu au hasard, c'est-à-dire si vous le faites en amateur, ou que vous la fassiez en professionnel, en disant, bon, mais là, je vais consacrer tant de semaines, voire 1 mois, 2 mois par an à ne faire que ça, trouver des bons artisans, répartis dans l'année, hein, mais en faisant un vrai travail, vous êtes payé pareil. Que vous ayez fait une recherche exhaustive, complète, presque, enfin professionnelle, presque scientifique, j'allais dire, de bons artisans qui ont un bon rapport qualité-prix ou pas, vous êtes payé pareil. Et donc, vous aurez tendance à faire cette recherche quand vous pouvez, parce que c'est important, mais ce n'est pas forcément une de vos priorités. Tandis que si vous étiez payé parce que j'ai pris des entreprises que vous m'avez présentées et non pas des entreprises que moi je peux connaître par ailleurs, si vous étiez payé parce que vous avez des entreprises qui ont un bon rapport qualité-prix, moi, je bénéficierais d'un meilleur carnet d'adresses. Or, c'est ce que je vais acheter. C'est pour ça que j'aurais préféré que vous ayez une rémunération, une commission.
il y a longtemps qu'il m'a dit ça, j'ai réfléchi pendant des années à ce truc-là, et je trouve que c'est un raisonnement qui est qui tient la route, qui tient la route. Sachant que les gens se moquent éperdument qu'on ait une commission ou pas. Ils s'en fichent. Les gens, leur raisonnement, encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais avoir pour qu'elle soit globale? C'est tout. C'est tout. Est-ce que quand vous allez acheter une voiture, vous demandez au concessionnaire quelle est sa marge par rapport à l'usine? Bien sûr que non. Quelle voiture pour quel prix? Et qu'on prenne une commission ou pas, c'est absolument hors préoccupation des gens. J'ai même une personne qui m'avait dit, moi je connais un bon maçon, est-ce que je peux lui demander un devis? Je dis, ben oui, bien sûr. On comparera le devis de votre maçon et le devis du maçon avec qui je travaille, on verra. Et quand on a présenté les devis, le client m'a dit, alors ça c'est le devis, mais le maçon m'a bien dit que c'est un devis provisoire parce qu'il ne connaît pas votre commission. Et donc il m'a demandé de vous dire quelle est votre commission pour qu'on puisse la rajouter. Et c'est le client qui me demandait ça, pour vous dire à quel point, mais c'est. J'ai dit, mais moi je n'ai pas de commission. Et il m'a dit, oh c'est embêtant parce que le maçon m'a dit qu'il fallait en marquer une. Ah ben, écoutez, alors, vous lui marquez commission d'architecte, 0 €. Ah, 0? Oui, c'est 0. Ah bon, ben voilà, très bien. Voilà. Mais il n'a pas vu ma liste non plus. Hein. Pour lui, c'était comme ça. Un agent immobilier prend une commission. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, la question, c'était, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Le Code des devoirs professionnels dit que, sauf convention contraire, nous ne devons être payés exclusivement que par le client, notre client, sauf convention contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit si le client est d'accord, en a connaissance, est d'accord, et en détail, y compris le montant de la commission, etc. Ce n'est pas interdit par notre Code des devoirs. Mais évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça soit su et dûment accepté en toute connaissance de cause par le client, ce qui, évidemment, est un préalable indispensable. Et seconde histoire, qui est plus récente, mais là qui me fait réfléchir. J'ai travaillé longtemps à la montagne, dans les Pyrénées, en Haute-Ariège, et je suis revenu à Toulouse il y a une dizaine d'années. Et j'ai acheté une maison, celle où je suis là en ce moment. Mais je n'avais pas assez de sous pour acheter la maison complète. Donc j'ai fait un prêt. J'ai demandé à ma banque un prêt, qui m'a donné un taux, bon, très bien, tant par mois à rembourser, ok. Et mon frère, enfin bref, m'a dit, on m'a conseillé un courtier en crédit. Il m'a dit, écoute, va le voir, j'ai l'impression qu'il est très bon. Parce que professionnellement, il est notaire, il est en relation avec des courtiers en crédit et des banques. Et je suis allé voir ce courtier qui m'a dit, OK, je vois votre profil, l'âge, oui, d'accord, bon, les revenus d'architecte, etc. Bon, OK, donnez-moi quelques jours et dans une semaine, je vous propose quelque chose. Et il m'a proposé un prêt par une banque assez nettement meilleur que ma propre banque. Évidemment, si on fait le calcul de ce que je rembourse avec l'un et ce que je rembourse avec l'autre, il n'y a pas photo, super. Donc, j'ai pris le prêt par le courtier, via le courtier. Le courtier m'a coûté 2 500 €, je le sais, parce que qu'en signant le prêt, vous avez frais de dossier. Frais de dossier, ils appellent pudiquement frais de dossier, en réalité, c'est pour le courtier. Donc, il a pris 2 500 € pour m'avoir indiqué pour m'avoir fait faire cette offre de prêt. Et j'estime qu'il a parfaitement gagné sa vie. Je gagne beaucoup plus, j'économise beaucoup plus que 2 500 € grâce à son travail de qualité. Donc, très bien, parfait, tout va bien. Et maintenant, je me suis posé la question, franchement là, en me regardant en face, si le courtier m'avait dit, écoutez, M. Espagno, voilà, vous signez-moi un contrat, faites-moi un chèque de 2 500 € et vous verrez, je me fais fort de vous trouver un crédit meilleur. Est-ce que j'aurais signé? Eh bien, franchement, je crois que je n'aurais pas signé. Donc, ce que nous demandons nous-mêmes à nos clients, faites-moi confiance, signez-moi un contrat de pas de 1 500, de 30 000, de 20 000, 30 000, de 40 000 € et vous verrez, moi, je ne le fais pas. Donc, il y a un problème.
il y a un problème dans la façon d'acheter, dans les usages actuels. Et je voudrais, c'est pour ça que je me permets de profiter de ça à propos d'honoraires, je voudrais mettre sur le tapis cette possibilité d'évolution de la rémunération d'architecte parce qu'elle convient au client, elle convient à l'architecte, elle nous rendrait mieux performants dans la recherche des bons artisans, elle pourrait même être un travail, l'essentiel du travail de certaines agences, pourquoi pas, parce que évidemment, ce ne serait pas le travail d'un courtier en travaux tel qu'on les connaît maintenant, qui vendent le moins cher et puis basta. Pas du tout. Ça serait évidemment un travail d'architecte où on connaît l'entreprise, où on a vu, voire on a fait nous-mêmes le devis. On a donc un devis de qualité, annexé avec une forme de marché de travaux, même si ce n'est pas quelque chose de complet, mais quand même, avec des engagements qui profitent et qui protègent le client. Enfin, toute notre prestation d'architecte. Et alors là, je suis persuadé qu'on correspondrait aux usages d'acheter actuels moi-même que j'utilise, puisque je n'aurais pas pris ce courtier, je pense. Je n'aurais pas fait un chèque de 2 500 € tant qu'il ne m'avait pas montré le crédit. Et du coup, on trouverait un contact avec la population énorme. On aurait un afflux de clientèle, de population qui va nous voir pour ça. Donc, je pose la question, il faut y réfléchir, mais je pense que c'est une grave erreur d'écarter cette possibilité. Ce n'est pas que j'aime le courtage en tant que courtage, je m'en fiche un peu, mais je pense que ça serait efficace, parfaitement déontologique, le client étant parfaitement connu, il connaîtrait parfaitement dans le contrat combien on est rémunéré, enfin, tout serait très limpide et clair, aucune zone d'ombre. Et je pense que c'est une grave erreur que l'on fait de rester cramponné à une activité, à une façon de faire qui n'est plus celle d'aujourd'hui, alors que la maîtrise d'œuvre indépendante est bien évidemment une priorité qu'on ne doit surtout pas lâcher. J'ai été 3 ans constructeur, ça c'est un autre débat, c'est une horreur absolue. Ce n'est pas un métier d'architecte, c'est incompatible. Ça c'est en dehors de cette rencontre. Donc, voilà. tu conclus sur l'ouverture d'un débat, c'est parfait. Oui, c'est ça. Donc, en plus improvisé. Donc, j'ai Olivier qui a levé la main. Tu as une question, c'est ça? Oui, donc j'ai bien compris que dans le cadre d'une mission complète, il ne faut pas vendre ses honoraires. C'est-à-dire que le budget du client doit intégrer nos honoraires. Oui, vous aurez votre maison pour votre budget et vous n'en faites pas. Mais comment ne pas vendre ces honoraires en cas de mission partielle? Moi, j'ai beaucoup de demandes de missions de permis de construire. Et là, effectivement, c'est un forfait qui se voit. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, là aussi, que tu as pu éprouver, ou alors tu n'as jamais ce genre de mission-là, et Dieu bénisse. Mais en Moselle-Est, chez moi, c'est plus que beaucoup. Alors, j'ai en effet très peu de missions de permis de construire seul. Là, j'en ai une, mais le client est entreprise de bâtiment. Donc, c'était évidemment, ça résout. Et je le connais très bien, et il n'a rien discuté sur les honoraires, la valeur était là. En effet, quand on me demande un permis de construire, voire une signature de complaisance en toute naïveté, pas du tout ça, je tiens aussi à le dire, hein, ce n'est pas une malhonnêteté de la part des gens. Hein. On leur a dessiné une maison de 160 mètres carrés, ils ont déposé le permis, la mairie leur a dit « Ah mais non, il vous faut la signature d'un architecte ». « Ah bon, je ne savais pas, je croyais que c'était 170. Mais non, maintenant c'est 150. Ah bon, et comment je fais? Combien ça coûte ?» Eh bien, elle a demandé à un architecte combien ça coûte. Et il vient voir un architecte. Olivier, combien ça coûte une signature sur mon permis de construire? Mais on lui a demandé, il le demande. Il n'y a pas de malice là-dessus, quoi. Hein, voilà. Oui, enfin, ok. Pas souvent, en tout cas. Alors, j'essaye de transformer ça en vrai client. Sinon, ben non, je ne peux pas, au revoir. Mais il m'est arrivé, la moitié du temps, par exemple, je transforme ça en vrai client. Alors, je vends beaucoup mieux la mission complète que la mission permis. C'est pour ça que quand j'ai des permis, je les bascule
facilement, oui, je vends plus facilement la mission complète. Pourquoi? Parce que là, j'ai des arguments solides. Le stress, je suis inquiet. Ah ben oui, mais l'architecte, il sécurise sur le chantier. Je veux faire des économies, je ne veux pas payer trop cher. Ben avec moi, vous économisez, si c'est une maison, les 30% du constructeur. Et vous demanderez des devis de votre côté. Et je vous prends le pari de tout ce que vous voulez, que mes devis seront moins chers. Et en effet, ils vont être moins chers. Je fais, moi, cette recherche d'artisan. J'ai toujours compris ça, pas que les gens, les néophytes et particuliers, il faut avoir une recherche d'artisan. Et je suis assez fier de dire qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, pratiquement, j'ai quand même, la maison coûtait 1 300 € TTC, le mètre carré pondéré, c'est-à-dire moitié du garage, architecte et bureau d'études compris. Eh bien, je peux dire que les constructeurs, les pavillonneurs, plancher Audi, menuiserie alu, etc., ils peuvent toujours se rhabiller. Ils n'arriveront jamais à ce prix-là. Mais eux, ils appliquent une marge de 30-35. Moi, j'étais à 13-14. Donc, voilà. Pour te donner un exemple par rapport à ces histoires de transformer un client de… J'ai un client qui m'a contacté là pour me demander de lui faire le projet et le permis, parce que lui, il l'avait bien identifié. Et la première question que je lui ai posée, c'est quoi votre budget global? Ben, il se trouve qu'il voulait une maison de 120, 130 mètres carrés, qu'il avait 250 000 €. Ben, ça a été simple, je lui ai dit, bah non, pour le prix là, je vous fais la mission complète. Et ben, on a signé, et finalement, il est allé voir la banque et il a mis 300 000. Il suffit parfois de poser les bonnes questions. Mais je suis conscient que, pour connaître un petit peu le secteur d'activité, enfin, le secteur où tu as ton activité, qu'en Moselle, c'est effectivement assez compliqué. Parce qu'ils sont très attachés plus à la quantité qu'à la qualité. Et ensuite, quand j'ai donc une mission permis, c'est tout, et ben je la vends moins bien quand c'est le permis seul. Je suis entre 4 et 6 000 pour une maison. Je ne parle pas d'une grosse baraque. Je me suis fixé comme minimum 4 000 pour une petite maison simple. Mais moi, j'aime bien. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont un architecte, moi, je les soigne. Là, je trouve que c'est super parce que ce n'est pas le réflexe, c'est rare. Et je suis en général 5 000, 6 000 voilà, pour une maison. Alors que dans mon contrat mission complète, c'est plutôt 8 000, 10 000, 12 000. Quoi. Voilà. Donc, il faut aussi être conscient que quand tu vends et ça c'est un élément que quand j'ai quelqu'un qui vient pour une mission juste limitée au permis, de lui dire qu'à partir du moment où il vient dans une ressource d'économie à te prendre juste sur le permis de construire, ces ressources sont donc limitées, mais que si toi tu lui dessines la maison, tu ne vas pas pouvoir lui faire une étude économique parce que tu n'es pas capable de dessiner un projet et de maîtriser lui qui va aller voir comme les devis, comment ça va déraper, et que en gros, ouais, je vous fais un permis, mais je fais ce que vous me demandez, mais le budget, vous démerdez derrière. C'est votre problème parce que je ne suis pas capable de gérer vos incompétences. Enfin, je ne le dis pas comme ça, mais en gros, tu as raison. En gros, pour schématiser, dans la mission plan, parce que dans la mission plan, je fais un plan et je vends un plan. Bon, très bien. On espère qu'il soit de qualité. Dans la mission marché de travaux, je fais faire des économies aux clients parce que j'ai tout prévu et que j'ai travaillé avec des artisans qui ont un très bon rapport qualité-prix. Donc, ils rattrapent la totalité de mes honoraires en mission complète au niveau permis. C'est pour ça d'ailleurs que je demande aux clients de faire des devis de leur côté. Après, on compare, il n'y a pas photo, quoi. Ils voient qu'ils économisent beaucoup plus que ce que je coûte. Et dans la mission chantier, je sécurise l'opération dans la qualité et dans les dérapages, notamment dans les dérapages financiers. Donc là, j'ai des arguments beaucoup plus forts sur les marchés et sur le chantier que sur le permis. C'est pour ça que je vends plus facilement les missions complètes que les missions permis. Il y a Estelle qui demande comment on fonctionne pour l'estimation des prix de travaux. Je te laisse répondre ou je fais? Non, tu peux répondre, c'est très simple. D'accord. Alors, en fait, tu prends le problème à l'envers. La question, ce n'est pas d'estimer combien vont coûter les travaux. La bonne question, c'est est-ce que le budget de mon client va me permettre de m'approcher de son objectif? Alors, ça paraît être la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, en fait, ton client, il vient
avec un budget qui est plus ou moins fixe parce que la banque ne va pas pouvoir lui prêter plus, encore que des fois ça bouge. Mais si avec l'expérience, tu te rends compte que ça, c'est fixe, mais ce qui peut être fluctuant, c'est ses besoins. Et ce qui est important, c'est de lui dire que tu vas rentrer dans son budget quoi qu'il arrive, mais que tu adapteras le programme à ses moyens, faire le mieux avec ce que l'on a. Alors après, bien sûr, on a des retours d'expérience. On sait, moi personnellement, on est 4 à l'agence, donc on fait suffisamment de projets dans l'année pour avoir des appels d'offres tous les 2 mois, on va dire, et avoir des prix très, très à jour. Et donc, on a une idée, en fonction de la typologie de construction, de la typologie de terrain, du type de client. Si on va être chez nous, on n'arrive pas à faire ce que Jean-François fait à 1 300 € du mètre carré. Nous, on est entre 1 800 et 3 500 € du mètre carré. Je ne suis pas toujours à 1 300. Hein. C'était Oui, vraiment, oui, c'est mon record. Et je ne suis pas souvent à Tu parles 3 500 architecte compris, Julien? Pardon? Oui. Tu parles architecte compris? Oui. Au prix au mètre carré. Alors là, Oui. quand on parle, ce qui est important pour pouvoir, et je pense que c'est en filigrane dans toutes les questions qu'il y a eu avant, cette inquiétude de tenir un budget, parce qu'en gros, on signe un contrat et on va s'engager à tenir un budget. Et donc, ça veut dire que le jour de la signature, je dois être capable de voir si le client, j'ai une marge de négociation sur ses envies pour rentrer dans son budget. Et si j'arrive à estimer, si j'ai une connaissance suffisante pour estimer que son budget est cohérent ou pas. Donc, nous, on fait des retours sur chaque chantier, à chaque fin de chantier. On analyse le prix du mètre carré qui doit tout comprendre. Alors, bien sûr, après, il faut s'adapter parce que tu as des clients qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est cuisine comprise. Moi, c'est avec peinture et revêtement de sol. Moi, il y a l'assainissement. Moi, je veux faire les clôtures. » Donc, c'est très, très important ce moment de prise de contact avec le client. Ça ne peut pas être je passe 10 minutes et je lui dis je vous renvoie un devis. Vous devez passer 2 heures, 3 heures à reprendre tous les éléments pour ne pas dire de conneries parce qu'après, vous vous engagez sérieusement. Mais déjà, ça montre qu'en posant toutes ces questions, ça montre votre sérieux vis-à-vis du client. Et donc, voilà, être capable à tout moment, un client qui m'appelle, au téléphone, je suis déjà capable de voir si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Et les marges d'erreur, eh ben ça, c'est pendant le chiffrage, bien sûr. Quand on s'engage à tenir un budget, eh ben quand on chiffre, on met des marges et en fonction de la complexité de l'ouvrage, est-ce qu'on par exemple, j'ai déjà fait des maisons avec des murs en pisé à l'intérieur. Est-ce que l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé, c'est rare? Est-ce qu'elle maintient son prix? Pouvoir passer un coup de fil, il y a des éléments comme ça, mais prendre toujours des marges. Moi, tout ce que je chiffre, il y a 5%, je rajoute 5% à tout ce que je chiffre avant de le donner au client. Oui, par sécurité. Oui. De toute façon, par contre, il ne faut jamais, enfin, en tout cas pour ma part, parler de prix au mètre carré pour l'extérieur. Moi, je dissocie toujours le prix de la maison et après l'extérieur. Terrasse, piscine, clôture. Ça, c'est un prix global. Il ne faut pas donner un prix au mètre carré pour une clôture. Non, mais d'où l'intérêt de prendre le temps de recueillir les éléments du client. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, il faut aiguiller le client. C'est-à-dire que il faut l'écouter. On n'est pas là pour parler. On parle en dernier et on parle peu. Il faut qu'il se sente écouté, mais on a besoin vraiment de recueillir les éléments. Alors, c'est vrai, je trouve que Stéphane a raison. Les extérieurs, je trouve que les prix sont très difficiles à estimer a priori, alors qu'un mètre carré de briques, il y a une sorte de consensus sur le mètre carré de placo, etc. Alors que sur les VRD en général, c'est plus des temps de tractopelle, des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile à appréhender a priori. Voilà. Alors, moi, je suis même plus radical que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, ça n'existe pas. Un client a des souhaits, mais ils ne sont pas dans le contrat. Par contre, il m'a fixé la barre à une certaine hauteur concernant le budget. Il pourra la bouger, hein. En général, c'est-à-dire c'est plutôt vers le haut. Mais moi, je rentre dans ce budget, c'est-à-dire que je chiffre en même temps que je dessine. Et comme ça, c'est fait une fois pour toutes jusqu'à la fin de l'opération.
et je n'ai pas d'incertitude, d'angoisse sur un appel d'offres, sur des budgets à tenir. J'ai dit que le projet correspondait au budget, je sais qu'il va correspondre au budget, avec une petite marge de 2-3%, un peu moins que Julien, ça dépend des projets. Et donc, je chiffre. Ça, c'est la formation que j'ai eue d'être constructeur. Alors, constructeur, c'est une impasse, c'est un très mauvais choix, mais par contre, c'est très formateur parce qu'on paye de sa poche. On paye de sa poche. Et donc là, vous avez un dépassement de 250 €. Vous dites pour le client, bah, c'est rien, 250 €. Maintenant, si vous devez dépenser aujourd'hui 250 € de façon imprévue, zut, vous n'êtes pas content, quoi. Donc, le client a des souhaits. Il ne veut pas 150 mètres carrés, il veut le plus grand possible, par exemple. Et il a un budget déterminé. Et je rentre dans ce budget et je mets je rends. Il n'y a pas de programme et les souhaits ne sont pas contractuels. Dans le contrat, il n'y a pas de surface, il y a juste l'objet, c'est tout. Mais on ne fait pas une préconception du produit. Ça, c'est mon job qui tiendra compte et du terrain et des souhaits, c'est-à-dire dans quelle direction veut le client, et du budget. Ce qui est important, pardon, de faire, moi, ce que je fais, enfin, je trouve, c'est qu'à chaque fin de projet, je refais une fiche où après, j'ai le prix de la maison, le prix de l'extérieur, le prix des bureaux d'études. Cette À fiche, armes égales avec les constructeurs, en fait. C'est-à-dire que j'ai une fiche, j'ai le prix par corps d'état, etc., que je peux sortir si besoin avec éventuellement une vue 3D du projet et expliquer au client, voilà, ce type de projet, c'est par exemple le projet sur lequel vous avez craqué, ben voilà ce que ça pourrait coûter. Alors, est-ce qu'il y a des formations? Je saute sur l'occasion, pardon si c'est permis. Oui, je suis formateur pour architecte sur le marché des particuliers. Il y en a pas mal ici qui sont anciens élèves, pardon, et dont une qui est plus spécifiquement sur le chiffrage. C'est juste reprendre ce que ça a coûté, hein, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Oui. Et à chaque fois, ça nourrit un petit classeur qui après on peut sortir de temps en temps. Bien sûr, pas des projets d'il y a 10 ans, mais des projets d'il y a 1 an, 2 ans. La fiche dont tu parles, c'est en fin d'opération. Une fois que le projet est fini, d'accord. Projet est fini, je fais un récap, ce qui me sert d'ailleurs pour mon site internet d'expliquer le projet, ce que ça a coûté, ce qu'on a fait, etc. Et quand tu as un potentiel client, un prospect, bah, effectivement, tu peux lui sortir ça, quoi. Dire voilà, quand Julien parlait de 1800 à 3500, effectivement, c'est à peu près les prix moi que je préconise. Alors 1800, 2000 €, 2200, c'est pour des maisons entre 150 et plus. Mais par contre, pour des extensions de 40 mètres carrés, on est plus près des 3500 €. Alors, oui, bien sûr. Mais moi, je garde cette idée je maîtrise totalement les prix, comme je maîtrise totalement l'architecture. Et donc, je vais même jusqu'à faire les devis. Je fais les devis des artisans. Je connais leur prix unitaire, bien entendu. Hein, je ne lance pas des prix comme ça. Et ensuite, je ne fais pas d'appel d'offres. Juridiquement, je fais toujours un appel d'offres. Mais de fait, ce n'est pas un appel d'offres avec des retours inconnus. Je m'adresse aux artisans en disant, voilà, j'ai cette maison pour cette époque, pour ces plans, à ce prix-là. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est très simple. Et bien sûr, ils prennent toujours puisque ça correspond à leur prix. Puis après, il y a des moyens. Bon, enfin, je peux pas tout dire ici. Et si, certains aussi reculent aussi dans le délai, disent oui, mais je suis pas, dans 5 mois, je ne suis pas encore disponible, il faut attendre 6 mois, 7 mois. Mais j'ai d'autres rapports avec les artisans, j'explique dans les formations, pardon de la vendre, comment on fait, et non pas un appel d'offres avec des retours inconnus et hasardeux. Pas de hasard dans les retours de prix. Je suis sûr, sauf catastrophe monumentale, je suis sûr de tenir le prix. Voilà. Alors, il y a Olivier qui redemande la main pour poser une question. Juste avant, je vais répondre rapidement. Il y a Aurélie qui demandait ce qu'on dit au client si son projet n'est pas jouable. Il faut lui dire. Le pire des crimes, c'est de faire rêver les gens pour rien. Enfin, c'est mon point de vue. Il attend un conseil de notre part, effectivement. C'est notre responsabilité de ne pas les emmener dans le mur et de ne pas aller avec eux.
Et il y avait une autre Oui, question d'autant plus d'Estelle. d'autant plus que si nous ne sommes pas capables de sortir le projet qu'ils veulent au meilleur prix, la concurrence non plus. Il n'y a aucune raison. C'est pas parce qu'on est architecte qu'on est moins compétent, hein. Donc, il n'y a pas de baguette magique dans le bâtiment, hein. Donc, il ne fera pas. Si on ne peut pas, il ne fera pas. Estelle disait que parfois c'était à nous de définir l'enveloppe. Ben, on l'a définie de la même manière que j'ai expliqué. Alors que, bien sûr, quand c'est toi qui définis l'enveloppe, ne jamais, ça c'est important, ne jamais donner un prix brut. Par exemple, là, j'ai expliqué tout à l'heure, quand on construit à l'agence, on est entre 1800 et 3500 du mètre carré. Bon, bien sûr, une fois que tu as les éléments du client, voilà, 3500 € du mètre carré, je suis sur une maison haut de gamme, une maison passive en bois, biosourcée, de plein pied. Ok, 1800, je vais être sur de l'agglo de terre cuite isolée en polystyrène avec un étage. Donc, on est capable quand même de pouvoir trouver à expliquer aux clients, voilà, à peu près pour ce que vous me demandez, on est à ça, mais toujours donner au moins une fourchette, 10-15%. En général, quand il te pose ces questions-là, c'est soit il n'a pas vu de banquier et il ne sait pas quoi demander au banquier, soit en fait le budget n'est pas un souci. Néanmoins, Et je rebondis, pardon, 1800 € pour une maison effectivement plus classique. Alors, je ne sais pas à quelle surface dont tu parles, mais si c'est une maison entre 150 et 200 mètres carrés. Mais la même chose pour 30 mètres carrés, on n'est plus du tout à 1800 €. on Pour est la même d'accord, mais ça prestation. fait Bien sûr. partie de. Ça fait Beaucoup partie plus cher. quand tu Donc prends ça, il faut leur expliquer aussi. Oui, bien sûr, mais là, par exemple, je suis en train de faire une maison pour un client, une maison de 60 mètres carrés. On est à plus de 3000 € du mètre carré, effectivement. Voilà. Mais j'ai Je déjà fait rejoins. des maisons de 100 mètres carrés à 1800 € le mètre carré. Bon. Après, c'est d'où l'intérêt de bien prendre les infos auprès du client. Et bah, si effectivement la question, c'est lui dire clairement je ne me déplace pas, bien sûr, dès le téléphone, il faut filtrer parce que de toute façon, ne rêvez pas, tous les gens qui vont venir vous voir, il y en a, ils ne feront jamais leur projet. C'est pas parce que les gens viennent Oui, vous voir en oui. disant j'ai un projet, et d'un, qu'il faut absolument travailler avec eux, et de deux, qu'ils iront au bout de leur projet. Parce que dans la population, comme chez les architectes, hein, il y a des gens qui sont hors sol et qui ont un désir, mais qui ne pourront pas aller au bout. Et c'est important, surtout, moi je pense, c'est difficile à faire, mais de faire payer son déplacement, le premier déplacement. Bon, je vais dire à 9 fois sur 10. Alors ça, 9 fois sur effectivement, 10. quand tu es en Et la dernière sous-activité, fois, là, je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Je me dis, tiens, c'est une grosse maison, c'est dans un quartier sympa. À mon avis, ça va être important. J'ai fait effectivement pas payer le déplacement. Elle n'est pas venue. Elle a pris un autre archi. Elle m'a planté. il n'y a pas nécessairement de corrélation, mais c'est vrai que quand tu es en suractivité, par exemple, c'est un bon moyen de faire le tri. Quand tu as La trop de personne s'engage quand elle sollicitations, décide de payer une prestation pour faire venir un expert, que ce soit pour une rénovation de maison ou construire une maison. Je pense que la personne s'engage, elle dit bon, je paye une prestation, j'y vais. Alors que si c'est gratuit, oh, bah, finalement, je m'en fiche, c'est pas grave, j'y vais pas. Non, mais il y a un truc, c'est que tu peux, si tu as un site internet, éventuellement, tu précises ces choses-là. Par exemple, va voir sur Je l'ai fait. de Lily et Rami, Archi à Nancy. Ils ont les règles, elles sont très claires. Le site de Lily et Rami à Nancy il est pas mal fait pour ça parce que tout est très clair sur la manière dont ils vont facturer les choses. Ils ont même, tu peux même cliquer pour commander une visite de pré-achat. En fait, ils ont posé 300 € pour une visite de pré-achat. Et tu peux cliquer dessus et tu as un panier et tu commandes. Je trouve ça assez… Ouais, c'est génial, ouais. Très commercial. mais c'est quelque chose que on réfléchit à intégrer dans l'association. Voilà. Ouais. Bah, moi, pour info, Moi, généralement, je fais 2 à 3 visites par semaine payantes, à Ouais. peu près à ces prix-là, et ça marche très bien. Par contre, j'ai pas de retour forcément toujours positif, donc soit parce que c'est le contexte, soit parce que je suis pas assez bon. Mais bon, voilà. Non, mais ce que tu mets en évidence, Stéphane, en effet, c'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et donc l'architecte derrière n'a pas trop de valeur non plus. Voilà. Exactement.
il m'est arrivé de donner des conseils à des gens que je connaissais, qui venaient vraiment, vraiment me voir à l'agence, on voudrait un conseil, etc. Puis je connaissais, bon, combien on te doit, mais non, rien, je t'en prie. Ah bon, merci. Et que je les ai revus plus tard, ils m'ont dit, tu sais, hein, tu avais bien raison, hein, on est allé voir un autre, là, je sais plus, un expert en bâtiment, payant, et il nous avait dit que tu avais raison, quoi. J'ai pas payé, j'avais pas de valeur, quoi. C'est ça. Bien, avant de Voilà. passer sur la question du débat que tu avais ouvert sur les courtiers en travaux et prise de rémunération. Il faut y réfléchir, il faut l'intégrer. Hein, non, parce qu'il y a, alors, excusez-moi, est-ce que ça remonte un petit peu? Qui c'est qui avait posé la question tout à l'heure? Quitte avant achat, d'ailleurs, c'est 360 € chez Lily et Rami pour info. C'est pas 300 €. Ah, 360. Ok. Ouais, ils ont augmenté leur prix. Mais c'est normal d'augmenter tes prix quand tu as trop de travail. Alors, c'était la question, en fait, de savoir si finalement, Jean-François, toi, tu étais passé à l'acte sur ce qui était de la rétrocommission, suite à ta réflexion. Non, 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 non en plus. Non, en plus. Il faut le faire de manière professionnelle, avec un carnet d'adresses étoffé. Alors moi, j'ai ma petite équipe de copains, artisans, etc. À mon avis, c'est trop léger. Il faudrait le faire à fond, il faudrait créer un contrat spécifique, etc. Et puis voilà, comme je fais 36 choses, je ne l'ai pas encore fait. Et puis, je n'ai pas forcément envie de le faire tout seul. Voilà. Je pense que ça serait, par exemple, ici à Toulouse, ça serait très intelligent de faire ça. Je leur ai dit un mot, mais on verra. On est une dizaine d'architectes d'aujourd'hui, de mettre ça en commun et de développer ça. Ça serait pas mal, ça. Après, oui, dans mon coin. Il faut bien préciser, hein, tu avais deux idées. Tu avais l'idée d'être courtier en travaux, c'est-à-dire aller chercher des entreprises pour les fournir, entre guillemets, à des clients, et ce que fait déjà un architecte de base, hein, finalement. Et il y avait la question de la rétrocommission. C'est quand même deux stades différents de la réflexion. Aller chercher des entreprises, c'est indispensable. Si on travaille avec n'importe qui, comme on est associé de fait pendant une opération, ben moi je suis désolé, je ne m'associe pas avec n'importe qui. Ce n'est pas le critère qui va me déterminer avec qui je m'associe. Le prix, ce n'est pas le prix, enfin, c'est absurde. Donc non, je ne m'associe pas avec n'importe qui, c'est un travail que je fais. Alors, quand je parle de courtage, il pourrait y avoir deux solutions. Dans une mission complète, donc dans le contrat, si c'est moi qui vous apporte les meilleurs artisans qu'on retient, j'ai droit à une commission de temps, 5% par exemple. Et puis ensuite, je continue ma mission complète. Si c'est le client qui on retient les artisans du client, eh ben, j'ai pas de commission là-dessus. Et ensuite, ça peut être une activité à part spécifique de l'agence. Comme on est architecte et urbaniste, architecte et tout ce qu'on veut, architecte et courtier. Et je sens que ce truc-là pourrait se développer énormément. Voilà, mais je n'ai pas envie de le faire tout seul. J'ai Anne-Gaëlle qui posait aussi la question, pour les premiers projets, c'est plus compliqué pour l'estimation des… Oui. Alors, en dehors des formations que tu peux avoir, Jean-François, notamment la niveau 3 qui permet de dimensionner et compagnie, tu peux aussi t'appuyer sur l'expérience des confrères. C'est ça notamment l'intérêt quand on est dans un milieu associatif. Tu peux échanger. Et sinon, il y a des outils qui peuvent t'aider. Notamment, il y a Archilink, qui est un produit purement créé par des architectes, qui est sur la base, tu peux acheter ou adhérer mensuellement, et où tu as des systèmes d'estimation et de descriptifs générés via… alors, c'est pas Excel parce qu'ils utilisent LibreOffice, mais voilà, c'est l'équivalent d'Excel. Et ça peut t'aider si tu as peu d'expérience. Après, c'est toujours compliqué sur les estimations parce que certains ouvrages peuvent être plus ou moins… le prix peut changer en fonction de ton secteur géographique. Je pense notamment, par exemple, nous, la construction bois en Lorraine qui est très développée. Je pense que voilà, à Marseille, ils doivent vendre plus cher parce qu'ils en font moins, quoi.
Oui, puis en ville, pas en ville, il y a plein de critères comme ça. Mais Alors, se rapprocher de confrères autour de toi, rentrer dans des milieux associatifs, moi, c'est très souvent voilà, des gens de la et- SOS qui me disent, tiens, je vais faire ma première maison bois, bah, voilà, je lui file mes descriptifs. Quand j'ai fait mon premier mur en pisé, et Jean-Philippe, pardon, qui est aussi dans l'association, m'a donné ses descriptifs, m'a donné ses prix. Voilà, il faut pas oublier que vous êtes… enfin, c'est un peu l'esprit que j'ai et qu'on a dans l'association, hein. On n'est pas concurrents. Jean-François a commencé par dire, voilà, on ne représente rien dans le monde de la construction. Et donc, c'est pas entre nous qu'on se bat, quoi. Faut pas voir ça comme ça. Donc, l'entraide, ça oui, compte. oui, en effet, le marché des néophytes, que j'appelle comme ça, il nous échappe à plus de 90%. Donc, bon, il y a de la place pour tout le monde pour prospérer. Et ensuite, tout bêtement, quand je me suis retrouvé constructeur tout jeune, après avoir fait des marchés publics les premières années de ma vie, eh bien, avant de lâcher le projet, l'esquisse, et donc avant de signer le contrat quand on est constructeur, parce que là, je payais de ma poche en plus, je l'ai fait valider par des artisans. J'ai pris un peu de temps et puis j'ai fait valider. À la louche, hein, j'ai dit, voilà, est-ce qu'il y a une erreur? Non, globalement, c'est bon, ok, je peux y aller. Et on apprend comme ça. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est de se dire, ça fait partie intégrante du boulot d'architecte. Le boulot d'architecte, c'est de dessiner et de chiffrer. Il faut maîtriser les plans, la conception, les descriptifs, plans, chiffrage. C'est fait partie intégrante. Quand j'entends un architecte qui me dit « Oh non, moi, le prix, je ne m'en occupe pas, je ne sais pas faire, c'est un économiste, etc. » Alors, très bien, s'il ne sait pas faire, c'est un économiste, mais il apprend pendant ce temps. C'est comme si un architecte me dirait « Oh non, mais moi, je n'ai jamais dessiné de ma vie, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit, c'est d'autres qui le font pour moi. » Et je saurais, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je dirais, il n'y a pas que le chiffrage, hein. La maîtrise d'œuvre est importante parce qu'elle elle nourrit tes descriptifs, tes chiffrages et ton dessin. Et on est mieux payé. À propos d'honoraires. Avec trois maîtrises d'œuvre à 30 000 euros, on boucle les 90 000 euros si on travaille seul, hein, dans l'année. Et trois opérations en même temps, on y arrive. Hein. On y arrive. Moi, j'ai une question. Mm-hmm. J'entends tout ce que tu as dit, ce que doit faire un architecte, mais je pense aussi qu'un architecte, ça doit faire quand même un petit peu rêver. Ah oui, bien sûr. Et ça en passe aussi par des belles photos, notamment sur certains sites des fois. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir, alors c'est compliqué de mettre en place, de négocier avec un photographe par région peut-être, ou je ne sais pas, pour l'association, pour qu'ils puissent prendre des photos enfin peut-être que déjà sont organisés là-dessus, hein, de nos projets, parce que je trouve que c'est bien plus mis en valeur un projet avec des photos de professionnels qu'avec notre iPhone. Alors c'est très vrai. En plus, moi, je suis un très mauvais photographe. À des prix raisonnables en plus. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, c'est pas très cher. Moi, je l'ai fait une fois, il y a 20 ans, j'avais fait pour moi. Et ben, j'ai été surpris du prix, c'est pas cher. Il m'avait consacré une demi-journée, on avait tout préparé à l'avance, les endroits, etc. Et c'était des francs, je ne sais plus dire ce que c'était, mais je me suis dit, mais vraiment, c'est pas cher, c'est bête de s'en priver. Parce que alors, c'est un vrai plus. Hein. Par contre, là, sur un site, c'est un vrai plus. Voilà. Ouais. Dernièrement sur une opération assez importante avec plusieurs entreprises. Et j'ai proposé aux entreprises, c'était un projet où on pouvait montrer des belles images, de partager avec moi les frais. Et ils ont tous accepté. Ah oui. Donc, ça nous a coûté 400 € chacun. Et ah voilà. oui, quand même. Oui. Ouais. Des frais oui, de photographe. Une belle série de photos. Et tout le monde en profite. 400 € chacun, voilà. Vous étiez combien? Parce que c'est. Ah oui, c'est cher. Hein. Ça me paraît élevé. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Je dirais 400 € pour un projet, mais. Attendez, hein. Non, c'est 400 € pour un projet. Pas par photo. Ah non, mais... Divisé par le nombre de personnes alors. C'est 400 € multiplié par le nombre de personnes qui ont participé. Ah oui, il était cher. Non, mais c'est un très grand photographe. Et non, mais attendez, quand le photographe il vient chez vous et qu'il fait une demi-journée, il est comme vous, il a besoin de faire un salaire.
Il fait Il ça est- au Baudelaire, ensuite il ouais. rentre chez lui, il va passer Ben 2 oui. heures à trier les Il est venu avec sa camionnette, C'est pas la même son chose qu'un matériel, son éclairage, son assistant. Et il a passé presque une grosse demi-journée, facilement. Il a dû passer 6 heures sur place. sur place. Et après, il faut doubler ça chez lui. Et Après, il a fait des retouches. Il m'a envoyé les photos, on a travaillé les cadrages. Enfin, donc, lui, il a passé une grosse journée de C'est de la travail. prestation plus là quand même, hein. Clairement, c'est une belle prestation. Ah oui. C'est pas, C'est pas une le belle photographe basique. prestation. C'est une Mais belle par contre, prestation. l'idée de proposer de partager avec les entreprises, c'est excellent parce que Ouais. le coût est divisé par 5 ou 6 Mm. et pour ceux qui acceptent. Oui, Et, donc c'était pas, et tout le on était monde pas en- si nombreux. Ouais. tout le monde en profite sans ambiguïté, sans se faire concurrence, quoi. Le plaquiste ne fait pas concurrence au carreleur, qui ne fait pas concurrence à l'architecte. Donc, c'est une très bonne idée, oui, oui. Très, très bonne idée. Voilà. Pour une maison, c'est moins cher que ça, hein. Enfin, Oui, moi, j'avais payé, je ne sais pas, mais l'équivalent de 400 ou 500 euros pour une demi-journée. oui, c'est ça. Ça coûte 500 € à peu près pour un Oui, projet. voilà. Et J'avais un peu plus. J'avais un peu plus. Ouais. J'ai fait faire des reportages, c'était entre 500 et 1000 euros, quoi. Mais Ouais, ça dépend du nombre de photos aussi, hein. partageons, c'est très bien. On le bloque quelqu'un une demi-journée, deux jours. Il va coûter par exemple 2000 euros, 2005. On est 10, ça fait 250 euros pour chacun. C'est génial. C'est super. Bon, après, c'est plus compliqué que ça parce que moi qui lancerai tous les 2-3 ans des grosses campagnes de photos avec un photographe, il ne faut pas oublier qu'on va photographier chez des gens, qu'il faut qu'ils Oui. soient là pour ouvrir, qu'il faut que tu aies la météo qui va bien, que Faut qu'il y ait le paquet de nous, bonbons au chocolat. donc c'est pas toujours si évident, même. Enfin, après, je pense que ça demande une. Non, mais je me rappelle, il avait fait des photos d'intérieur que j'étais incapable de faire. Parce que avoir l'œil pour faire une photo d'intérieur réussie, moi, je suis incapable de le faire. ouais, c'est dur. Et j'étais très content de ce que j'avais fait. J'ai dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est génial. Voilà. Je pense par exemple aux intérieurs de Stéphane, qui a cette dimension architecte d'intérieur que j'apprécie beaucoup. Et ça serait super. Oui. Ouais, c'est par région qu'il faut travailler, hein, de toute façon. Oui, Moi, je peux en proposer un si vous voulez, après, pour Toulouse, oui. sa région. Bon, là, on n'est plus tout à fait dans le thème. Mais Non. enfin, Si, parce que vendre ses honoraires, c'est aussi vendre sa prestation. Oui. C'est partie aussi de ça, quoi. Parce que les photos, au final, tu peux les offrir aux clients à la fin, par exemple. Ah oui, en effet. Ça, c'est un plus. Oui. Un album, un recueil de photos, là, c'est pas mal. Oui. Histoire de la maison. Donc, Ça peut être bon, sympa. on arrive à 12h30, là, ça fait 2 heures. On a Parfait. atteint le temps. Donc, je voulais remercier tous les gens qui ont participé à ce premier 10-30 élargi. Donc, je vous rappelle qu'on va donc partir sur cet événement tous les mois. Avec déjà le prochain sujet sur comment être rentable sur les micro-projets. Je mettrai sur les. Alors, je ne sais pas quels sont les moyens par quels moyens de communication, par quels canaux vous êtes arrivés ici, tous ceux qui ne sont pas membres de l'association. Mais je vais remettre également sur ces moyens de communication un lien vers un petit questionnaire, si vous pouvez prendre 5 minutes, où je vous demanderai comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé et quels sont les sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser pour la suite. Même si j'ai déjà un programme en tête, c'est toujours bien de se rapprocher de la demande. Et puis donc, j'en profite pour parler aux membres de l'association, et pas que d'ailleurs, pour vous rappeler que le 10-30, il y a en plus un 10-30 expert, donc c'est un deuxième 10-30 dans le mois sur des sujets plus pointus qui vont commencer à partir du mois prochain. Donc là aussi, vous aurez une communication sur le sujet. Voilà, et puis je vous remercie et donc j'attendrai vos retours sur ce petit questionnaire. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.